Ah, bonjour à tous et bienvenue pour ce live. Alors aujourd'hui, on est en présence de Floriane. Donc, merci beaucoup Floriane d'avoir accepté mon invitation. Merci. Floriane, donc j'ai découvert ton parcours sur ton blog Parents naturellement. Donc tu accompagnes aujourd'hui les parents hein, enfin voilà, dans tout le sujet de la parentalité et tu partages sur ton blog et les réseaux sociaux ton parcours de maman d'enfant avec autisme. Donc je t'ai invité aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et comment tu as vécu en tant que maman ce parcours-là? On va pas tellement parler aujourd'hui de l'autisme ou des techniques de l'autisme, on va parler plus du vécu des parents pour nous en tant que professionnels comprendre comment aussi on peut aider mieux ses parents à vivre ce parcours-là. Donc déjà, ton garçon, à quel âge, qu'est-ce qui a commencé à vous alerter et à quel âge il y a eu quel âge a eu le diagnostic et quel a été votre parcours entre ces premiers signes d'alerte et le moment du diagnostic? Alors, déjà, merci pour cette démarche de donner la parole aux parents parce que je pense que c'est hyper important et enrichissant. Et alors, nous, c'était à l'entrée à l'école maternelle, en fait, que vraiment, on a vu un décalage entre lui et les autres enfants. Après coup, moi, j'ai compris qu'il y avait eu des signes avant, même dans les années avant, qu'il y avait eu des choses, mais j'avais tellement une image de l'autisme caricaturale, entre guillemets, par rapport à ce qui est vraiment. C'est-à-dire qu'on peut imaginer l'enfant qui ne parle pas du tout, qui ne regarde pas dans les yeux. Moi, mon fils, il regarde dans les yeux, il parlait beaucoup, il a parlé tôt, il parle bien. Donc, si on m'avait parlé d'autisme quand il avait 2 ans, je n'aurais pas compris du tout. Parce que ça ne correspondait pas du tout à l'image que je me faisais de l'autisme. Donc, mais en fait, il y avait des signes, mais qu'on n'a pas vus. Et quand il est rentré à l'école, là, ça a été tout de suite très compliqué. La première semaine d'école, j'ai été convoquée par l'institutrice. Au bout de quelques jours, quoi, à la fin de la première semaine, qui me disait ça va pas du tout. Elle était démunie. Elle m'a dit qu'en 40 ans de carrière, elle n'avait jamais vu ça. Enfin, bon, ça fait un peu flipper en tant que maman quand même. On se dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, très vite, on a vu effectivement le décalage avec les autres enfants. Et il avait des comportements assez incompréhensibles, en fait, beaucoup d'impulsivité. Et à cette période-là, c'était très difficile. Alors, autant la séparation le matin se passait très bien. Moi, c'est ça que je redoutais parce que pendant 3 ans et demi, il était avec moi à temps plein. Donc, c'était notre première séparation. La séparation le matin se passait très bien. Mais après, dans ses comportements avec les autres, d'un coup, il pouvait les pousser, les mettre par terre. Quand il voyait des plus petits que lui, il poussait beaucoup, il tapait. Il y avait des comportements agressifs comme ça qui sortaient de nulle part où personne ne comprenait vraiment d'où ça sortait. Et c'est ça, en fait, qui a alerté. Et je me rappelle de quelques anecdotes aussi. Par exemple, je venais le chercher, tous les enfants, je venais le chercher à midi, il finissait plus tôt, il n'était pas à temps plein. Tous les enfants lui disaient au revoir avec un grand sourire et tout. Et lui, il restait stoïque, il ne répondait pas du tout. Il y avait vraiment un truc où il n'interagissait pas, il ne s'intéressait pas du tout aux autres enfants. Et après, en parlant avec lui, puis en comprenant mieux comment ça se passait à l'école aussi, passer toutes ses récréations sur un banc sur le côté. Il ne se mélangeait pas du tout aux autres enfants. Et puis en fait, dans les moments où il était plus ou moins obligé de s'y mélanger, c'est là qu'il y avait de l'agressivité. Donc finalement, mais il avait tendance à se mettre sur un banc sur le côté. Et quand je l'avais interrogé quand il m'avait dit ça, moi j'avais mal au cœur en tant que maman. Je me disais, il est tout seul, il est exclu, etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, il était submergé par le bruit, la foule, le chahut des autres enfants. Et donc, du coup, il se mettait sur le côté pour se préserver, en fait. Et en fait, il disait, ah, mais moi, je suis bien sur mon banc, je suis mieux parce que les enfants, ils font trop de bruit, ils bousculent et tout. Moi, j'aime bien me mettre sur le côté, comme ça, je suis tranquille. Et bon, c'est ce genre de choses qui s'ajoutent. Au bout d'un moment, on se pose des questions, quoi. Parce Et que du les autres coup, enfants, on voyait bien qu'ils se comportent pas du tout de la même manière, quoi. Oui, ça le ils gênait, se ça devenait mélangeaient. vraiment. Et du coup, quel temps s'est écoulé entre les premiers signes et le moment où vous avez décidé d'aller voir des professionnels? Je ne sais pas comment. D'ailleurs, qui vous êtes allé voir? Comment vous avez pensé Alors à en fait, l'autisme? ce qui s'est passé, donc il y a eu la rentrée en septembre et donc il y avait tous ces signes même qui étaient là avant l'école, mais qu'on n'avait pas compris et je me rappelle très bien qu'il y a eu un déclic en novembre et en novembre, j'ai pensé à l'autisme. Donc il y a eu de septembre à novembre, c'était galère. En gros, c'était compliqué à l'école, mais il n'y avait pas de soupçon de tout ça du tout et en Mm. novembre,
je lisais un livre de parentalité et je suis tombée par hasard complètement sur un chapitre qui parlait des enfants câblés différemment. Et là, j'ai lu les descriptions et il y avait des anecdotes de parents avec leur enfant autiste. Et ce qu'ils racontaient, c'était moi, c'était mon fils, d'un coup, c'était oh, mais c'est exactement ça qu'on vit, quoi. Ils décrivaient des situations précises, notamment par rapport à la rigidité, etc. Où là, je me disais, mais c'est exactement ça, c'est exactement lui, c'est exactement ce qu'on vit, quoi. Et c'est la première fois que j'ai mis le mot autisme, que j'ai commencé à y penser, parce que c'était trop énorme, en fait. Et du coup, j'ai fait lire à son papa quasiment tout de suite. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, puis en lisant, bah, lui aussi, ça lui a fait écho. Et à partir de là, on a commencé à prendre les extraits du DSM, là, et toute la liste des signes, etc., et à noter tout ce qu'on retrouvait. Et en fait, il y avait énormément de choses. Je crois que sur la liste, il disait s'il y a X traits que vous retrouvez chez votre enfant, ce serait bien de consulter, etc. Et nous, on était bien au-delà de ce qui était listé, quoi. On remplissait largement. Et du coup, il vous a fallu combien de temps pour prendre rendez-vous, pour demander? Alors, c'est ça. Donc, en novembre, il y a eu ces déclics-là, mais on a pris rendez-vous en juin. D'accord. Donc, il s'est écoulé plus de 6 mois entre les deux. Et alors, ce qui s'est passé entre les deux, je pense qu'il y a eu le côté, oui, ça ressemble beaucoup, etc. Et puis après, peut-être de la peur. Parce que le mot autisme, il peut faire peur parce qu'il y a plein de choses qui sont associées à ça quand même. Enfin, il y a cette image de l'autisme dans notre société qui est vue très négativement. Et je pense que quelque part, ça faisait peur. Et alors, ce qui s'est passé pour moi, et je pense que ça peut être intéressant, c'est que derrière, je suis tombée sur des contenus qui parlaient d'hypersensibilité. Faut que tu ailles chercher. Je vais chercher mon câble. Il n'y a plus de... J'ai oublié de m'écrire, je t'écoute. Donc, il y avait des contenus, je suis tombée sur des contenus qui parlaient d'hypersensibilité. Et dans les signes de l'hypersensibilité d'Hélène Aron, etc., eh ben, je retrouvais beaucoup mon fils aussi. Et en fait, quelque part, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, bah, en fait, non, il est juste hypersensible. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à accepter de se dire que son enfant est probablement hypersensible plutôt que de mettre le mot autisme. Et en fait, ça, je pense que ça nous a fait perdre pas mal de temps parce que dans les signes de l'hypersensibilité, il y a tout ce qui est hypersensibilité sensorielle, qu'il avait beaucoup. Il y a le côté aime être seul, aime s'isoler, n'aime pas les changements, a du mal avec les transitions. Et tout ça, ben, on le retrouve dans l'autisme. Donc, du coup, en lisant tout ça, bah, quelque part, je pense que voilà, ça a déchargé, déplacé, entre guillemets, le problème. Puis c'est non, mais je me suis dit, bah, on va voir, mais il doit être juste hypersensible. Et il s'est écoulé du temps, voilà, où on se cachait un peu derrière ça, même si bon, j'avais toujours en tête cette liste qu'on avait faite avec le DSM par rapport à l'autisme, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être pas prête à regarder les choses en face, et puis ça fait peur. Et du coup, je me suis cachée derrière ça un temps. Et puis après, les difficultés se sont renforcées. En fait, tout au long de l'année, c'était de pire en pire à l'école. C'était très, très compliqué. Il y a un moment, on ne pouvait plus se voiler la face. En fait, c'était trop... Enfin voilà, c'était trop, quoi. Il y avait la violence envers les enfants, il y a cette impulsivité. Et c'était très compliqué. Donc, du coup, en juin, en fait, il s'est passé quelque chose qui a été très difficile à ce moment-là. Enfin, on se promenait, en fait, au parc et il a poussé une petite fille dans un étang. Comme ça, sans qu'on le voie venir du tout. Et à partir de là, donc moi, c'est un événement qui m'a beaucoup choquée. Enfin, c'était très dur. Et à partir de là, j'ai dit non, là, il faut qu'on appelle le CRA, en fait. On peut plus se dire juste c'est l'hypersensibilité. Enfin, on peut pas. Enfin, voilà, c'est pas cohérent, quoi. En fait, il y a plus. Et puis entre-temps, j'avais cheminé aussi. Et plus je relisais les choses sur l'hypersensibilité, plus je voyais que mon fils, dans certaines choses, ça collait pas, en fait, et qu'il y avait sûrement plus. Et puis à un moment donné, donc là, on a appelé le CRA, mais au final, voilà, entre les deux, bah, il s'est écoulé plus de 6 mois quand même. Et une fois que vous avez appelé le CRA, est-ce que les prises en charge ont débuté immédiatement? Est-ce qu'il a fallu attendre le diagnostic avant qu'il y ait des prises en charge? Ouais, non, pas. Alors, le CRA, en fait, il y avait un premier rendez-vous 1 mois après qu'on ait appelé, donc ça, c'était rapide, mais c'était juste un rendez-vous pour voir si oui ou non ça valait la peine d'entamer une démarche diagnostique. Donc, il faisait un petit check et puis il disait si oui ou non il poursuivait. Et donc là, on a fait ce rendez-vous. La réponse, c'était oui, ça vaut le coup de creuser parce qu'il y a des signes, etc. Donc, on vous rappelle dans 1 an pour faire les tests parce qu'en fait, il y avait un an d'attente.
Et comme en plus, il y a eu le Covid au milieu de tout ça, finalement, c'était pas 1 an, c'était 1 an et demi, quoi. Il y a eu encore du retard accumulé. Donc, 1 an et demi sans prise en charge? Alors, en fait, on avait commencé quand même une prise en charge. On leur a demandé qu'est-ce qu'on fait en attendant, parce que nous, on n'est pas bien là. 1 an, c'est long. Et là, ils nous ont redirigés vers la psychomotricité relationnelle. Et donc, on a fait ça quelques mois, un peu moins de 6 mois. Puis après, il y a eu le confinement et tout, donc tout s'est arrêté. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, je ne sais plus si c'était à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et donc, on a fait un petit peu de psychomotricité relationnelle en attendant. Et ensuite, en octobre, donc voilà, il y a eu des confinements, etc. Et en août, on a fait des tests. Et en octobre, on a eu le diagnostic qui était posé. Donc, entre le premier appel et le diagnostic, il y a eu 18 mois quand même. Et les réelles prises en charge, le vrai suivi a commencé à quel âge? Du coup, il avait 5 ans et demi au moment du diagnostic. Et dès qu'il a eu le vrai diagnostic, là, on a commencé tout de suite le mois suivant. 5 ans et demi. Donc, les premiers signes qui ont été perçus, c'était à 3 ans, même s'il y en avait avant. Ouais. Et les prises en charge, 3 ans et demi. 5 ans et demi. Oui, il y a eu 2 ans. 2 ans et demi de délai. Oui, 2 ans. 3 ans et demi et 5 ans et demi, il y a eu vraiment 2 ans tout pile. Sachant qu'il avait quand même fait de la psy. Alors, quand il était à l'école, la première année, que c'était très difficile, on avait quand même vu une psy scolaire qui était pas mal et qui nous avait encouragé à faire de la psychomotricité relationnelle. Donc, il avait fait ça un petit peu en collectif. Et ensuite, quand on a vu le CRA au premier rendez-vous et qu'on a demandé qu'est-ce qu'on fait, ils nous ont aussi parlé de psychomotricité relationnelle, mais en individuel. Et là, pour le coup, il a fait en individuel pendant quelques mois avant le confinement. Et là, c'était moins bénéfique, je pense, que la première fois en collectif, d'ailleurs. D'accord. Et du coup, pendant toutes ces années où il n'y avait pas encore de diagnostic, comment se passait la rencontre avec le médecin, le professionnel soignant? Par rapport aux personnes qui le suivaient de façon générale, ouais. Non, après, il n'a pas eu de gros suivi médical ni rien. On n'allait pas souvent chez le médecin. Il n'y a rien eu de particulier à ce moment-là. C'est plus une fois que le diagnostic était posé que là, j'ai quelques anecdotes avec des médecins qui étaient surpris ou qui ne croyaient pas trop, par exemple. Je me rappelle de sa pédiatre, par exemple. J'allais la voir vraiment pour les maladies, quoi. C'est tout. Je lui demandais rien par rapport à l'autisme. Mais je l'avais glissé quand même pour qu'elle sache qu'il fallait y aller doucement avec lui, même au niveau tactile, etc. Donc, je l'avais quand même dit. Et elle m'avait dit, ah, mais non. Et limite, au départ, elle me disait, non, il n'est pas autiste. Parce que ça ne correspondait pas à son stéréotype, quoi. Parce que, il regarde dans les yeux, il parle bien. Et donc, du coup, comme ça ne sautait pas aux yeux tout de suite, elle m'avait quand même dit, oh non. Et puis, j'avais dit, si, quand même, je sais. Et puis après, elle avait dit quelque chose du style, c'est très, très léger, alors. Et ça, pour le coup, ça, moi, je l'avais pas bien pris du tout. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois, je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une négation des difficultés. Parce que c'est pas parce qu'il paraît que ça se voit pas pendant 5 minutes, là, que c'est pas difficile tous les jours à la maison, à l'école, qu'il n'y a pas... Et donc, de dire c'est léger, déjà, dans la communauté des personnes autistes, même adultes qui parlent de l'autisme, beaucoup disent, en fait, ça n'existe pas. Il y en a qui masquent plus ou moins, qui compensent plus ou moins, mais soit on est autiste, soit on n'est pas autiste, mais c'est très contesté, cette notion-là, déjà. Et en tant que parent, moi, je trouvais que c'était vraiment dire, ça va, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et quand toi, tu es en train de vraiment galérer tous les jours et que c'est difficile, donc j'avais pas... Après, j'avais pas argumenté, c'était juste, on était là pour... parce qu'il devait être malade, et puis c'était pas le sujet, et puis voilà, du coup, j'avais laissé couler. Ouais, c'est bien de l'entendre en tant que professionnel, parce que quand on ne vit pas ces situations, on ne se rend pas compte de ce qui peut être très difficile à vivre, très difficile à entendre en tant que parent dans ces situations. Donc, c'est bien qu'on l'entende, je crois. Merci Floriane pour le partager. C'est très léger. Ça pourrait être pareil pour des enfants qui vivent avec des TDAH, avec des troubles de l'attention, ou avec d'autres problématiques où on a des stéréotypes, une image un peu préconçue de ce que c'est que ce trouble.
Et si ça correspond pas, c'est vrai que c'est quelque chose, même moi, je pense que je serais capable de le dire, c'est très léger. Donc, merci de le dire. Oui, parce qu'on fait ça, c'est les conditionnements de la société sur ce que c'est l'autisme ou le TDAH, etc. Où on se dit, il y a énormément de parents qui témoignent du médecin qui leur a dit, non, il ne peut pas être autiste parce qu'il regarde dans les yeux et il parle bien. Alors qu'en fait, c'est pas du tout des critères et qu'il y a plein d'enfants autistes qui regardent dans les yeux et qui parlent bien. Et ça n'empêche, ou même qui rentre à mon fils aussi, il aime bien le contact avec les adultes. Il a eu beaucoup de soucis, plus avec les enfants, il s'intéressait pas aux enfants, mais il était très sociable avec les adultes. Il aimait bien aller leur raconter plein de choses et tout. Et du coup, je pense que ça déstabilise aussi parce qu'on s'imagine l'enfant autiste, il reste dans son coin, il n'a pas envie d'échanger, mais en fait, si puis il casse un peu ces stéréotypes-là. Et donc, du coup, oui, plusieurs fois, j'ai entendu, non, ou alors c'est léger, etc. Sauf que derrière, tu as des crises de 2 heures à la maison ou de l'impulsivité hyper compliquée à gérer, ou tu as peur qu'il blesse sa petite sœur tous les jours. Enfin, des choses vraiment trash, ça n'empêche pas, en fait. Mais pendant 5 minutes, il peut très bien discuter tranquillement avec un adulte et puis ça n'empêche pas, en fait. Quand atteignent parfois une violence et une intensité qui est très très supérieure à ce qu'un enfant qui n'a pas de trouble peut témoigner, quoi. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire, mais ça reviendra. Oui. Oui, en tout cas, voilà, oui, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que c'est le diagnostic, en tout cas, quand on n'est pas formé, moi, je ne suis pas formée à diagnostiquer, moi, je peux agir que sur le plan, je peux faire un bilan neuromoteur, voilà, et c'est vrai que ça arrive très souvent qu'il y ait des professionnels qui ne soient pas formés et qui disent non, il n'est pas autiste, ou non, il n'est pas TDAH, ou non, c'est même pour la paralysie cérébrale, ça demande des diagnostics très précis faits par des professionnels spécialisés, des examens spécialisés. Et c'est pas à nous de dire ça. Ça, c'est très important de le rappeler. Là-dessus, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, ça m'avait choquée et le papa de mon fils aussi, c'est qu'on venait de recevoir le diagnostic avec le CRA. Et il nous avait dit, ce serait bien de faire de la psychomotricité relationnelle en individuel. Et du coup, son papa était allé rencontrer une psychomotricienne qui faisait ça. Donc, il n'y avait pas notre fils, il y avait juste son papa qui était venu parler avec elle. Et au bout de 5 minutes, elle lui a dit, il ne doit pas être autiste, c'est une erreur. Et elle avait remis en question le diagnostic, elle n'avait pas vu l'enfant, il n'avait pas vu notre enfant. Il venait de faire une batterie de tests, il avait vu 5 professionnels différents, il y avait eu 9 rendez-vous avec divers professionnels, psychiatres, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, etc. Pendant plusieurs semaines, on avait fait plein de rendez-vous de partout. Et elle, juste en parlant de lui 5 minutes, elle s'était fait l'idée que ça devait être une erreur et qu'il n'était pas autiste, c'était impossible, quoi. Et là, on se dit quand même, et elle ne se rend pas compte même des dégâts que ça peut faire, ce genre de paroles. Bon, nous, du coup, on avait le recul quand même, et puis on s'est dit, non, mais on n'est jamais retourné la voir, quoi, et puis c'est tout. Mais c'est quand même choquant qu'elle se permette de se prononcer, alors qu'elle n'avait même pas vu, puis que ce n'est pas sa spécialité, et qu'elle remet... Nous, on se disait, ouf, on a enfin des réponses. Et une semaine plus tard, une professionnelle qui nous dit, non, ça doit être une erreur. C'est vrai que ça, on se rend pas compte, mais en tant que professionnel, quand des parents, des personnes qui vivent un parcours très compliqué, il suffit de petites phrases qu'on peut dire, après on fait ce qu'on peut. Je pense que j'entends aussi. Bien sûr. Petites phrases qui sont vécues très très difficilement par les parents. Ça demande d'être très vigilant. On ne peut pas remettre en question le diagnostic que d'autres professionnels ont fait. On ne peut pas remettre en question d'autres prises en charge qui ont été faites pour l'enfant, surtout quand les parents, les personnes sont contentes avec les prises en charge qu'ils ont reçues. Ça demande d'être très cohérent par rapport à ce que les familles mettent déjà en place, quoi. Ça me fait penser aussi la première psychomotricienne, celle qu'on avait vue pour la psychomotricité relationnelle avant le diagnostic. C'est pareil, elle avait plein de bons côtés, il y a eu des bonnes choses avec elle, mais moi, il y a quelque chose qui m'avait dérangée, c'est que quand on avait commencé la prise en charge, je l'avais informée quand même qu'on était en procédure diagnostique au CRA et qu'il y avait suspicion de TSA. Ça me paraissait être une information importante pour qu'elle puisse l'accompagner, mais elle n'était pas spécialisée là-dedans. Mais elle avait quand même été, je ne sais plus si elle avait été recommandée par le CRA, mais peut-être bien. Et du coup, ça m'a... Non, peut-être pas. Je sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais toujours est-il qu'elle avait dit, quand j'avais dit ça, j'avais dit, on est en procédure diagnostique.
elle avait balayé le sujet très vite. Elle avait dit, oh là là, c'est bon, on va pas lui mettre une étiquette. Et tu sais, ce côté, moi, je donnais cette information parce que ça me paraissait être une information importante pour mieux comprendre son fonctionnement, pour mieux l'aider, Oui, quoi. oui. Et le côté, on va pas lui mettre d'étiquette, c'est bon, on va faire, enfin, et qu'elle balaye complètement cette information qui est quand même une information qui me semblait importante pour savoir comment l'accompagner. Après, elle a le droit de dire qu'elle n'est pas spécialiste ou qu'elle connaît pas bien l'autisme, ou c'est pas grave, quoi. Mais le fait qu'elle balaye ça comme si c'était pas important comme information, et limite ce côté un petit peu négatif de on va quand même pas lui mettre une étiquette. Bon, quand on est parent et qu'on fait cette démarche-là, c'est pas dans l'idée de se dire je veux absolument coller une étiquette à mon enfant, quoi. C'est qu'il y a des vraies difficultés, qu'on cherche des réponses, des explications. Donc j'avais trouvé ça assez maladroit. Après, voilà, ça s'était bien passé avec elle, etc. Mais ce côté, on renie cette partie-là comme si ça n'existait pas, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on se dit que ça n'existait pas que c'est pas là, quoi. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment d'idées dessus sur la croyance que c'est une mode de vouloir faire diagnostiquer son enfant. Ouais. J'entends beaucoup ça. C'est une mode de parler de TDAH ou de TSA parce que c'est vrai que c'est des enfants qui sont de mieux en mieux diagnostiqués précocement, mais quand il y a un réel diagnostic, c'est fait par un professionnel spécialisé qui fait toute une grille d'évaluation et ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Donc si le diagnostic, je crois pas qu'il y ait des parents qui se disent tiens, c'est fun, et si on allait faire un diagnostic juste pour le plaisir d'être à la mode, enfin, en fait, c'est un parcours du combattant. C'est pas drôle en fait à faire comme démarche, donc pourquoi on irait faire ça s'il n'y a pas de vraies difficultés, de vrais soupçons derrière, en fait, et que les parents dans cette démarche-là, ils cherchent juste des réponses et puis de l'aide pour mieux accompagner leur enfant, mieux le comprendre. Mais c'est vrai que oui, c'est le genre de petite phrase qui fait un peu mal, quoi. Que ça vienne de l'école ou du généraliste, et puis je sais qu'en parlant avec d'autres parents, c'est quelque chose qu'on entend, enfin, qui revient beaucoup, et oui, c'est sûr qu'on s'en passerait. En tout cas, merci beaucoup, Floriane, pour ce témoignage. Je crois que tu nous as donné pas mal d'éléments pour nos professionnels pour améliorer nos accompagnements. Parce que voilà, nous, en tant que kiné, par exemple, c'est des enfants qu'on voit régulièrement quand on fait de la kiné respiratoire, des choses qui ne concernent absolument pas que les enfants avec troubles du neurodéveloppement. C'est des enfants qu'on va voir, et des parents qu'on va accompagner, et qui, même s'ils n'ont pas encore conscience qu'il y a des troubles, nous, parfois, on peut dépister. Voilà, on peut repérer des petits signes qui peuvent nous alerter, même si nous, on ne pourra pas savoir si c'est de l'autisme ou des TDAH ou autre chose. On peut parfois relever des difficultés et aider le parent à conscientiser qu'il vit quelque chose de difficile pour amorcer ensuite le parcours. Et pour finir cet échange, est-ce que Floriane, tu aurais quelque chose à dire aux professionnels de santé en tant que maman? Oui, de faire attention effectivement aux mots prononcés parce que ça peut avoir un impact important. De faire attention, en fait, dans un sens ou dans l'autre, en fait, de rester dans le non-jugement, dans le soutien, et d'éviter, enfin voilà, de faire attention aux phrases prononcées, et d'être vraiment dans l'empathie en se disant qu'en face, effectivement, il y a probablement des parents pour qui c'est pas du tout facile. Et parfois même des petits mots. Moi, je me rappelle, j'avais eu les larmes aux yeux. Alors, c'était pas un professionnel de santé, c'était une institutrice. Parce que la première année d'école pour mon fils était très dure et la deuxième, on avait changé. Et la première année, l'institutrice, elle disait beaucoup que c'était de ma faute. J'étais trop fusionnelle, j'étais trop gentille avec lui. Donc, si c'était difficile, s'il y avait beaucoup d'opposition, de crise et tout, c'est parce que je savais pas faire. C'était mon éducation, c'était tout ça. Donc, c'était très, très dur à vivre pour moi. Je me rappelle que j'étais sortie de réunion en pleurs. Enfin, j'étais pas bien du tout. Et la deuxième année, donc nouvelle école, nouvelle institutrice, mon fils avait eu un comportement très difficile un jour. Et quand elle me l'avait rapporté, il n'y avait pas une once de jugement de sa part. Et ça m'avait fait tellement de bien qu'elle me rapporte juste des faits. Et vraiment dans une posture de c'est pas facile, mais on va trouver des solutions ensemble, en fait. Et je sentais qu'elle voulait aider mon fils et elle voulait m'aider moi, mais elle n'était pas du tout dans le jugement, et j'avais pas l'habitude, en fait. Et ça m'avait fait tellement de bien, et j'avais dit merci de le prendre comme ça, vraiment, parce que je comprends que ce qui s'était passé, ça avait dû être difficile pour elle en classe. Et donc je lui avais dit merci, et elle m'avait répondu on prend chaque enfant, mais de rien, mais c'est normal, on prend chaque enfant comme il est, puis on accompagne et tout. Enfin, et des petites phrases comme ça.
Et moi, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Et même encore, là, j'en parle, je suis émue parce que c'était une des premières fois qu'il avait un comportement très compliqué comme ça et qu'en face, il n'y avait pas de jugement, ni envers lui, ni envers moi. Et en fait, ça fait tellement de bien. Et je pense que les parents, dans cette démarche-là, surtout quand l'enfant a des réactions très compliquées, effectivement, peuvent recevoir voilà, beaucoup de jugements que ce soit avec la famille, avec les professionnels, à l'école, un peu partout, quoi, beaucoup, comme quoi leur enfant a un problème ou eux, en tant que parents, les difficultés, c'est de leur faute, etc. Et juste d'avoir une personne qui valide que c'est dur, qui valide les ressentis, mais sans jugement, et qui est là en posture d'aide, ça fait un bien fou, en fait. Ouais. Ouais, ça, c'est des personnes, des moments ressources, c'est très précieux. Et ça, enfin, voilà, je pense que c'est très bien de le partager parce que ça peut nous aider, nous, à de viser cette posture-là d'écoute, oui. effectivement. Ouais. Ben, merci beaucoup, Floriane, pour ton partage, ton témoignage, et j'espère que ça inspirera de plusieurs professionnels de santé. Merci, avec plaisir, j'espère aussi. À bientôt. À bientôt.